Orneland, stop ou encore l'AS Saint-Etienne est-elle en crise? Mais que s'est-il passé samedi dernier? Beaucoup de questions nous brûlent les lèvres 48 heures après la 20e journée de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne se déplaçait à Reims. Les Verts pouvaient remonter sur la deuxième marche du championnat et à la place. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Attendez! Aïe 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 aïe, ça fait mal. Quand on se fait plier sans même livrer bataille. On retrouve Las Branlas, hein, le fameux groupe, bien sûr, le fameux groupe de reprise de Los Lobos. 1-0. C'est pas tant le résultat que le déroulé du match qui fait grincer des dents. Je vois Paul Rivolier qui est emballé. Les Verts ont joué en supériorité numérique à 11 contre 10 pendant quasi 40 minutes. Et non seulement ils n'ont pas réussi à marquer, mais ils se sont fait dominer. Jérémy Marillier, bonsoir. Salut Martin, bonsoir à tous. Journaliste d'ici Saint-Etienne. Alors vous avez commenté la rencontre. On va parler de ce grand match de football, bien sûr, ensemble. Avec également Paul Rivolier du site Envers et contre tous. Salut Paul. Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Et puis celui qui fait son grand retour, Franck Taluto du podcast Dessous de Verre. Salut Franck. Salut Martin, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans 100% Synthé. Ça commence maintenant. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. Alors une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par un résumé du match, parce que l'après-match dépasse un petit peu la teneur de cette 20e journée de Ligue 2 sur le terrain. Eric Orneland souhaitait insuffler une bonne dynamique avec cette rencontre face à Reims. Voilà comment il a qualifié la prestation de ses joueurs. It's not acceptable. Ouais, it's not acceptable, un mot traduit par Aymen Mouefek qui s'est arrêté à notre micro dans l'après-match. Écoutez. On est conscient que ça a été inacceptable ce qu'on a fait. Inacceptable, Jérémy. L'AS Saint-Etienne s'est réunie ce dimanche. Une réunion décrite comme tout à fait conventionnelle. Oui, avec une question que tout le monde se posait après cette défaite inacceptable du côté de Reims. Quel avenir pour Eric Orneland, l'entraîneur norvégien sur la sellette depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Réunion effectivement qui a eu lieu ce dimanche. Réunion qu'on nous qualifie d'assez classique finalement à l'AS Saint-Etienne. Réunion qui suit chaque match, nous dit-on. Avec la décision finalement, j'ai pas vu passer de décision, donc c'est qu'on continue comme ça pour le moment. En tout cas, à l'instant où on se parle, Eric Orneland, malgré les résultats mi-figue mi-raisin de la Saint-Etienne, malgré cette prestation qualifiée d'inacceptable à Reims, c'est toujours en poste aujourd'hui à la SS. Et le club, nous dit-on, le club entier de la Saint-Etienne, de la direction jusqu'à son staff, est totalement mobilisé pour préparer les matchs à venir. Voilà pour le moment. Déclaration de l'AS Saint-Etienne et un Eric Orneland qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours l'entraîneur de ce club. Tiens, dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, Franck, qu'en pensez-vous de cette déclaration donc, et surtout de cette réunion qui a eu lieu dimanche, anodine? C'est jamais anodin. Le fait qu'il n'y ait pas de changement, c'est certes une chose, mais le fait qu'on commence à s'interroger sur l'avenir d'Eric Orneland, c'en est une autre, puisque c'est quand même la première fois où le sujet arrive vraiment sur la table. Il est quand même descendu de Ligue 1 avec cette équipe. La question ne s'était pas posée à ce moment-là. Et si on commence à en parler, c'est que ça commence à être un petit peu chaud. Je pense que le club se rend enfin compte de la situation dans laquelle il se trouve. Paul, effectivement, c'est vrai que ça fait pas mal de temps, mine de rien, que Eric Orneland commence à faire grincer des dents. Du côté des supporters surtout, parce que jusque-là il avait reçu l'entier soutien de sa direction. Quelque part c'était aussi un désaveu de la part de Kilmer s'ils avaient jeté Eric Orneland sous le bus. Là maintenant la répétition des mauvais résultats fait que Kilmer va à un moment donné devoir revoir sa copie d'une façon ou d'une autre, soit en le maintenant mais en changeant un petit peu la feuille de route, soit en le remplaçant. Mais c'est une certitude que la cote de popularité d'Eric Orneland a fortement baissé déjà sur ce début de saison stéphanois, plutôt ce début d'hiver je dirais plutôt que ce début de saison, mais là depuis ce début 2026 et même la fin 2025, on sent qu'il y a une vraie cassure entre le public stéphanois, les groupes de supporters et Eric Orneland, et j'ai même presque envie de dire, et même avec Kilmer Sport, dont on commence un peu à voir les premières limites d'un an et demi après le rachat de la Saint-Etienne. Mais c'est vrai que il a toujours fait l'unanimité. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce serait le déclic Reims? Il n'a pas toujours fait l'unanimité, on va pas dire ça non plus. En tout cas pour Kilmer. Ah, à ce niveau-là, oui, d'accord. Okay, pourquoi Reims serait un trigger? Vous avez vu le match peut-être? Je l'ai écouté. Ça pourrait avec être un beaucoup élément d'attention. déclencheur.
quand même. 6e défaite cette saison pour l'AS Saint-Etienne qui, quoi qu'il se passe, terminera cette 20e journée. Il reste le match entre Dunkerque et Le Mans, mais l'une des deux équipes va nous doubler, donc on sera 5e à l'issue de cette journée-là. 5e place pour l'AS Saint-Etienne, quasiment les 2/3 du championnat. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. On n'est même pas certain d'aller disputer des barrages à la fin de la saison. Donc oui, heureusement qu'Eric Orneland ne fait sans doute plus l'unanimité même aux yeux de ses dirigeants aujourd'hui. Lui qui avait été présenté quand même comme la vitrine, si on se replonge un an arrière, la vitrine de ce projet-là, un entraîneur révolutionnaire que l'Europe du football allait découvrir avec cette envie de mettre en place un jeu à la stéphanoise, offensif, flamboyant, qui allait ressusciter une ville en déclin, un joueur qui allait valoriser des pépites venues du monde entier pour ensuite permettre à l'ASS de remonter au plus haut niveau et de faire de belles plus-values financières. On est où aujourd'hui ? On est où ? Où est la progression ? Alors on va mettre de côté le beau jeu à la stéphanoise, hein. Ça on en est très très loin, la valorisation aussi des pépites venues du monde entier, on en est très loin également, mais ça avance pas. Et heureusement, j'espère qu'il y a une réflexion. Je vous en prie, Franck. Parce que ça n'avance pas, je trouve même que plutôt ça régresse, ça recule. Je ne vais pas reprendre votre magnifique tableau, mais non, s'il vous plaît. On est à 20 journées de championnat. Il est là, je vais le chercher si vous voulez, Franck, il est là toujours. On est à 20 journées de championnat, les 10 premières journées, vous prenez 20 points, donc ça fait 2 par match, et sur les 10 suivants, vous n'en prenez que 14. Ce que je voulais dire, c'est un constat terrible. Pourquoi est-ce que ce serait ce match qui serait l'igniter, je vais y arriver, hein, le déclencheur de cette mauvaise dynamique pour Eric Orneland? Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais quand on regarde un petit peu le classement, la 2e place, elle n'est pas si loin. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ce match, il est symbolique d'une équipe qui n'arrive pas à faire les choses. Voyez le mauvais côté. Non, justement, non. Je suis assez lucide sur les capacités ou non de cette équipe à renverser une rencontre. Quel match a été renversé par l'AS Saint-Etienne sous Eric Orneland ? À chaque fois que l'AS Saint-Etienne a été dans une position défavorable dans une rencontre, il y a forcément des contre-exemples, hein, bien entendu. Mais de manière globale sur cette saison de Ligue 2, dès que l'ASS a été dans une position où il fallait aller chercher quelque chose, mener au score ou en difficulté, ils y sont jamais arrivés. Et ce match de Reims, il est symbolique de ça, à 11 contre 10, en supériorité numérique, en essayant de tenter des choses, il s'est planté. Alors on peut lui jeter la pierre pour ça, mais il s'est planté, et c'est pas la première fois. Donc Eric Orneland, forcément, on n'est pas les seuls à avoir ses limites, et je pense que du côté de Kilmer, on se pose la question. Vous avez un entraîneur après ce match qui vous dit quand même toute son impuissance à mettre en place quelque chose de cohérent, un entraîneur qui vous dit que son équipe ne progresse pas. Pour moi, c'est ça la vraie déclat. La vraie déclat forte d'après-match, cette équipe ne progresse pas. Ça, c'est un aveu 50 millions d'impuissance d'euros terrible. sur le mercato. Terrible. Sur des jeunes joueurs, il y en a peut-être 2 qui ont progressé depuis l'arrivée de Kilmer. D'une manière factuelle, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez quelqu'un qui est là pour faire progresser, qui vous dit « j'y arrive pas ». J'espère que oui, on se pose la question et il faut se la poser, cette question. Après, la suite, on va en parler, messieurs. Qui mettre, si on décide de mettre quelqu'un à sa place, qui mettre à la place d'Eric Orneland? Parce que le projet Kilmer, lui, reste le même. C'est à découvrir dans 100% Synthé. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% Synthé. Bon, si on change, c'est pour mettre quelqu'un d'autre à la place, mais enfin, qui et pourquoi faire? Parce que de toute façon, le constat reste le même. Si on a effectivement un grand professionnel, comme vous le disiez, Jérémy Marallier, qui dit « je n'y arrive plus », et que le projet reste le même derrière, c'est pas en changeant l'homme qu'on va changer le système. Vous y croyez ça, Jérémy? Donc on change rien quand on vous écoute, quoi. Écoutez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous sortez votre accent, ça veut dire que vous savez plus quoi dire. Exactement. C'est votre arme pour détourner votre faiblesse. Franck, par exemple. Du coup, je m'en vais. Mais c'est que vous m'avez bien analysé, mais c'est tout un métier, vous savez. Allez, Franck, c'est vous qui êtes sur le billard. Non, mais c'est difficile parce que si vous mettez n'importe quel entraîneur à la place, est-ce qu'il va être capable de transformer cette équipe avec le même effectif? C'est pas sûr, il va pouvoir certes mettre des principes, mais déjà ça va prendre quelques semaines. On se rappelle d'Olivier Dalloglio quand il est arrivé. Les premières semaines, c'était pas forcément très convaincant. Je crois qu'il doit faire 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Et puis il y a un petit déclic à Dunkerque, on en parlait ce matin, Jérémy. Et de là, vous enchaînez une série qui vous permet de remonter. Mais ça prend du temps et c'est même pas sûr que ça marche. Parce que si on a vu passer des informations concernant un coach qui potentiellement aurait pu venir de MLS, on se demande si les gens de Kilmer retiennent les leçons. En fait, c'est ça.
En fait, c'est ça. Aujourd'hui, l'avenir d'Eric Orneland, il faut aussi le mettre en parallèle à ce que fait Kilmer dans ce club depuis 1 an et demi. Eric Orneland n'est plus l'homme de la situation, ça j'en suis intimement convaincu. C'est une chose, c'est une question de temps. Maintenant qu'on le fasse sauter en toute franchise le 28 janvier ou le 15 juin, pour moi, ça ne changera pas l'issue de ce qu'est capable de faire cette équipe en fin de saison, enfin sur les 14 matchs qui restent à jouer. Par contre, il faut aussi que Kilmer apprenne de ses erreurs. C'est quand même des gens qui nous ont expliqué qu'ils voulaient construire ce club step by step. Pour le moment, les seules marches qu'on franchit, on les franchit de manière descendante. C'est une équipe qui est descendue. C'est une équipe, je le rappelle, qui a quand même foutu 50 millions d'euros sur le marché des transferts en 1 an et demi. 50 millions d'euros. Il y a des mecs qui sont dans le top 3 de Ligue 1 qui n'ont pas mis cet argent-là. Donc, les investissements sont quand même, je trouve, conséquents au rapport des joueurs qui sont arrivés. Kilmer s'est planté sur énormément de profils. Alors, il y a toujours 1 ou 2 mecs où effectivement on tape dans le juste, mais ils ont pris 20 mecs. Il y en a combien qui ont le niveau pour jouer dans un top 15 de Ligue 1 aujourd'hui? Franchement, vous voyez l'équipe qui a été alignée ce week-end face à Reims, mais qui prend ces joueurs-là en Ligue 1 réellement? Qui prend ces joueurs-là? Et je vais même plus loin dans ma réflexion. Je suis intimement persuadé que la Saint-Etienne va réussir à redresser la barre, en tout cas je l'espère, et va réussir à monter en Ligue 1. Mais si cette équipe monte en Ligue 1, elle redescendra automatiquement, parce que je trouve que dans la construction de cet effectif, on peut mettre n'importe qui à la tête de cet effectif. Dans la construction de cet effectif, il y a eu des manqués, et notamment des manqués parce qu'on allait chercher des choses trop folkloriques pour ce qu'est la AS Saint-Etienne. Ça manque de certitude. Mais alors, on fait quoi? On est un peu plus réaliste, Franck? Surtout, il faudrait être un peu plus humble pour commencer. Parce cette équipe de direction est arrivée en disant mais c'est bon, on connaît le football, même sans recruter au mercato d'hiver, on va se maintenir tranquillement, alors qu'il y avait quand même des équipes qui étaient en énorme difficulté, je pense au Havre, je pense à Angers, qui n'avaient vraiment pas de moyens, et il suffisait d'1 ou 2 bons joueurs pour se maintenir. C'était vraiment... Ça semblait assez évident. On l'a pas fait. C'est pour mieux repartir. On va construire une grosse équipe. On va marcher sur la Ligue 2. Mais imaginez si le Paris Saint-Germain était aujourd'hui 5e de Ligue 1. La pression qu'aurait Luis Enrique, qu'auraient ses dirigeants, ce serait terrible. On est dans le même cas. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette comparaison de PSG de la Ligue 2. Mais au niveau des chiffres, au niveau des finances, elle existe. Elle est là, cette comparaison, il faut la mettre, parce que Paul l'a dit, quand on met 50 millions d'euros sur un marché des transferts en 1 an, quand on est un club qui descend en Ligue 2, c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui sort de la normalité aujourd'hui du foot français. C'est pas normal que la Saint-Etienne se retrouve à cette 5e place. Il faut quelque chose, il faut une réaction, et ce manque d'humilité dont parlait Franck, oui, quand on repense à tous les propos qui ont pu être dits depuis la prépa de cette saison-là, ça résonne en tête et ça fait mal. Quand on a un entraîneur qui nous dit, on reprend tôt la préparation parce qu'on veut que nos joueurs soient capables d'enchaîner 3 matchs dans une semaine pour la suite, pour viser plus haut dans quelques années. Un Maxime Bernauer qui nous dit que cette saison Ligue 2 est une sorte de terrain d'entraînement plutôt intéressant pour nous avant de retrouver la Ligue 1. On est en train de se planter aujourd'hui. Et quoi qu'il arrive, on l'espère tous que la saison se termine bien, mais quoi qu'il arrive, ces 6 premiers mois en Ligue 2, le bilan, il est terrible, quoi. Il est terrible. Et j'extrapole. En fait... Je me souviens que ce club manquait de lisibilité, de cohérence quand il y avait ce duo de présidents Romeyer-Cayazo. Mais quelle est la lisibilité et la cohérence depuis l'arrivée de Kilmer? On a maintenu en place aujourd'hui dans l'organisation du club et dans la direction du club Jean-François Soucas, Samuel Rustem, Loïc Perrin. Rappelez quand même que c'est quand même cette direction-là qui a fait descendre la Saint-Etienne il y a 3 ans en Ligue 2, qui l'a par un demi-miracle, réussi à la remettre en Ligue 1, à la faveur notamment de l'arrivée de Dalloglio, mais il faut se souvenir par où on est passé. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont toujours dans l'organisation du club et qui prennent toujours des décisions au club. Et je vais même plus loin. Qui sont les gens de Kilmer aujourd'hui qui décident à la AS Saint-Etienne? Là, Orneland, il est sous le feu des balles depuis 2 mois. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de Kilmer, entendu quelqu'un de Kilmer parler ou sortir dans la presse ces derniers mois? On ne sait pas qui dirige la AS Saint-Etienne aujourd'hui. Et c'est la même situation qu'il y avait quand Cayazo et Romeyer étaient à la tête de ce club. On ne comprend pas ce qui se passe à la AS Saint-Etienne. Médiatiquement, publiquement, il y a le feu aujourd'hui à la AS Saint-Etienne. Et oui, on était tous là il y a encore 2-3 ans sous l'ère Romeyer et Cayazo à se dire mais Batles est tout seul devant les médias, Dalloglio est tout seul devant les médias, mais à Reims, vous avez des joueurs, un entraîneur qui vont face à face avec le public. On nous dit qu'il y a eu énormément de tension dans le vestiaire après le match. On a un entraîneur qui semble paumé après le match également, qui vient s'exprimer devant nous, qui vient nous dire ok, voilà, on va prendre le temps, on va peut-être faire une réunion, on va prendre des décisions, peut-être pas, j'en sais rien. Personne
Personne n'est venu. Personne. Il y avait Jason Rosenfeld qui était présent à sportif Reims. dans ce club. Il est où le directeur sportif ? Personne ne vient s'exprimer. On ne sait pas, en fait. Si on ne creuse pas, on ne sait pas. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de courage, je trouve, de la part des dirigeants de l'AS Saint-Etienne dans ces situations-là. Et c'est... Encore une fois, on est tous à l'unanimité, je pense, d'accord pour dire qu'Orneland n'est plus l'homme de la situation. Mais il va falloir aussi apprendre des fois à pas toujours laisser son coach seul au feu. Quand je vois ce qui se passe dans des grands clubs de Ligue 1, les directeurs sportifs prennent bien souvent, plus souvent la parole que les entraîneurs. Regardez ce qui se passe à Marseille, regardez ce qui se passe à Lille. Bon, Lille, c'est pas forcément le bon exemple, mais c'est des gens qui sont omniprésents médiatiquement et pour défendre les intérêts du club. À Saint-Etienne, franchement, depuis le début de saison, vous me dites qui dirige l'AS Saint-Etienne, je suis dans l'incapacité de vous répondre. C'est donc la défaite autant d'Orneland que de Kilmer. Pour moi, c'est une défaite de Kilmer avant tout. C'est Kilmer qui a été chercher Eric Orneland, sans manquer de respect à Eric Orneland. Eric Orneland, sur le marché des entraîneurs, quand Kilmer va le chercher, il jouit d'une belle réputation en Norvège, mais sur la scène européenne, c'est personne. Réellement, c'est personne. Vous parliez de match déclic, vous faisiez la comparaison, je pense à juste titre, avec le match face à Dunkerque. Je crois que c'est Franck Vous qui l'avait initié en 2024, avec ce déclic qui a eu lieu sous l'ère Dalloglio, où derrière on termine par faire une excellente saison qui nous permet de remonter. Est-ce que finalement ce match face à Reims, il ne pourrait pas avoir un déclic semblable à vos yeux, ce qui donc permettrait de dire ok, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il n'y a pas forcément de staff à changer, simplement juste une prise de conscience à faire. Oui, mais un déclic, il faut le provoquer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait provoquer ce déclic? Puisqu'on sent un entraîneur qui a court de solutions, on a des joueurs qui sont soit usés mentalement, soit physiquement. Enfin, je ne vois pas, à part en ramenant 3 joueurs d'un immense talent sur les derniers jours du mercato, qu'est-ce qui pourrait secouer un peu le cocotier? Aujourd'hui, on voit une équipe qui est au bout, qui est usée. C'est une victoire en 5 matchs. Pour un prétendant à la remontée, c'est quand même compliqué. J'ai du mal à avoir un déclic. C'est sûr qu'on parle toujours d'un changement de coach qui pourrait être ce déclic, mais il n'est pas tout seul. Et les supporters, que j'ai trouvé très patients avec Kilmer, peut-être même trop, sont assez lucides parce qu'ils ne s'en prennent pas au seul Orneland. On a vu les banderoles fleurir ce week-end. Sûr, ouais. Tout le monde est concerné, que ce soit les joueurs, la direction, le coach. On peut peut-être rappeler les banderoles, messieurs. Je ne sais plus tout en tête, mais il y a des banderoles qui ont été disposées devant le centre d'entraînement de l'Etra ces dernières heures, de la part des Green, de la part des Magic, et tout le monde est englobé là-dedans. Mais c'était déjà le cas depuis plusieurs semaines, notamment au Mans, où on se souvient de ces petites autotamponneuses là, dans les tribunes, dans le parquage, pour un peu ironiser sur la situation de l'AS Saint-Etienne qui n'avance pas assez vite. Mais oui, cette ambiance-là, elle est là. Il y a une vraie défiance qui commence aujourd'hui à s'installer. Ouais, Paul, vous avez peut-être les banderoles, effectivement. Hier, les Green Angels ont posé devant les grilles de l'Etra. Direction en télétravail, joueur en boîte de nuit, entraîneur à la rue. Sans changement, c'est le naufrage assuré à Saint-Étienne. Et ce jour, du côté des Magic fans, pareil, toujours au même endroit. Saint-Etienne 25-26, vendu comme une équipe de cadors, coaché comme des amateurs, représenté par des clubbers. Ambiance boîte de nuit. Alors un club en crise donc. Vous avez tous les ingrédients d'une crise. Effectivement, on n'est qu'à 2 points. Basiquement de la 2e place, mais la Saint-Etienne aujourd'hui est en crise. Un entraîneur impuissant, une équipe qui semble impuissante sur le terrain, les attitudes pendant la dernière demi-heure, on va y revenir face à Reims. C'est terrible, quoi. C'est terrible. On a tous les ingrédients d'un club en crise. Le déclic qu'il y a eu il y a 2 ans à Dunkerque, oui, on peut y croire, effectivement. Est-ce qu'on s'est parlé? Est-ce qu'on s'est dit les choses? Est-ce qu'on va repartir de zéro? Ok, peut-être, on l'espère tous. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on se retrouve dans une sorte d'impasse, avec une direction peut-être prise à son propre jeu, dans sa propre façon de penser. Est-ce qu'on est prêt capable de prendre un entraîneur estampillé France, estampillé Ligue 2 pour amener cette équipe? J'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ce soit dans l'esprit Kilmer d'aller vers ça. Et si on fait venir un profil étranger, encore une fois, on entend le nom de Sacramento, joueur au Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier à Lille au Paris Saint-Germain. Ok, on le ramène là. Il n'a pas le temps pour travailler. Quelle expérience il a en tant que numéro 1. Il a 36 ans, il a juste 6 mois d'expérience, même pas en Autriche, en tant qu'entraîneur principal. Ok, c'est peut-être une future pépite, mais des futures pépites, on en a plein, à Saint-Etienne, à tous les postes. Mais on n'a pas le temps de travailler d'ici la fin de saison. On va enchaîner tous les matchs quasiment non-stop jusqu'à la fin de cette saison de Ligue 2. Faut être optimiste. Mais franchement, je vois pas cette équipe, pour revenir sur ce que vous disiez, messieurs, je vois pas cette équipe
avoir le levier mental pour faire une Dunkerque 2024. Déjà, je pense que la grande différence entre le groupe de 2024 et le groupe de 2026, c'est que le groupe de 2024 était beaucoup plus copain qu'est le groupe de 2026. C'est un groupe qui était beaucoup plus soudé, donc du coup plus enclin à réagir sur un peu des frictions comme ça et se mettre un petit peu les doigts dans la prise. Moi, je sens pas du tout cette équipe capable de faire ça actuellement. On sent une équipe qui est usée. Il y a des mecs qu'on reconnaît pas, mais est-ce que vous avez vu Irving Cardona, les 3 derniers mois d'Irving Cardona, mais on ne reconnaît plus ce joueur. Qui est ce Irving Cardona ? Qu'est-il devenu, quoi, vraiment? Et pourtant, c'est un bonhomme qui devrait vous porter. Son entrée ce week-end sur la pelouse de Stade Auguste Delaune, on sent clairement que c'est un mec qui a actuellement pas la tête à l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous voulez que tous ces joueurs-là qu'on concerne une fois sur 3 matchs se disent ouais bah super, on s'est parlé, on s'est dit nos 4 vérités après Reims. Ah bah maintenant on va gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison. Franchement, cette théorie-là, j'y crois pas une seule seconde. Et j'y crois pas non plus une seule seconde. Parce que je pense que les adversaires de l'AS Saint-Etienne, contrairement à la saison 2023-2024, ne laisseront pas autant de points en route que n'avait pu le faire Angers à l'époque. Le mot de la fin, Franck. Mais parce que cette équipe, elle a été mal construite aussi. Bien sûr. On le sait. C'est vrai que nous, on suit ce championnat depuis longtemps. On sait le mélange de Ligue 2. Il faut des tauliers, des anciens, entre guillemets, qui connaissent ce championnat, qui sont prêts à mettre la tête là où d'autres mettraient le pied. Et là, on a construit une équipe avec des potentiels talents venus d'un peu partout en Europe. Et ça marche pas quand la situation se complique. Et ben voilà, il faut faire le dos rond et tout le monde ne sait pas faire. Vous écoutez 100% Synthé sur YouTube, à la radio. On va continuer bien sûr à débriefer cette rencontre, 20e journée de Ligue 2. On va parler justement du contenu du match qu'on a un petit peu éludé pour le moment. Cette 20e journée qui s'est soldée par une défaite des Verts 1-0 face au Stade de Reims. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. Et à vous qui avez raté cette rencontre samedi dernier, 20e journée de Ligue 2, on vous en propose un petit résumé. 100% synthé, le match. Stade de Reims ASS, le 5e contre le 3e. Beaucoup d'enjeux dans ce match face à un concurrent direct à la remontée. Après un 3-2 flamboyant à domicile à Geoffroy Guichard. On attendait beaucoup d'intensité. On n'a pas été déçus dès les premières secondes du match. Avec Ibrahim qui va partir en profondeur. Il est effacé Lamba. Il va aller devant l'Arseneur. La sortie de l'Arseneur qui est effacé. Il le fauche. Oh là là, il y a faute de Gauthier. L'Arseneur en dernier défenseur à l'entrée de la surface. Et c'est quelle couleur? C'est carton jaune. Mais on aurait pu avoir un rouge. Ça tourne quand même assez bien pour les Verts. La première mi-temps est plutôt bonne malgré tout. Surtout, l'AS Saint-Etienne résiste aux blessures. Mahmoud Jaber à la 9e. Chico Lamba dans la deuxième période, remplacé par João Ferreira. Et surtout à la 55e, le vent tourne. Il y avait un pied très très haut sur El Djamali et c'est carton rouge. C'est carton rouge pour le Rémois qui a mis le pied haut sur Nadir El Djamali. On a 40 minutes pour marquer, 40 minutes pour mettre un but, pour en mettre un deuxième, se mettre à l'abri. Bon, bah, le vent tourne, mais pas à l'avantage des Stéphanois. Benold, le centre de Koné dans la surface, la tête de Ferraz, ça scafouille, la frappe et le but de Reims. Oh là 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 là. La boulette de João Ferreira. C'est inacceptable pour reprendre les mots du coach Eric Orneland, pour reprendre les mots d'Aymen Mouefek dans l'après-match. 1-0, des Verts complètement abattus, résignés. C'est ainsi que se termine cette 20e journée de Ligue 2. Messieurs, c'est un scénario assez rapidement résumé qui a viré très très vite au cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que les 60 premières minutes étaient quand même assez agréables à regarder, non? Il y avait de l'intensité. Bon, au bout d'une minute, le match peut être plié quand même. Oui, hein. au bout d'une minute, le match peut être plié, mais... Pas tendance à l'oublier. Il y a 59 minutes. Non, vu que ça a l'air d'être plus facile de jouer à 10 contre 11 qu'à 11 contre 10, peut-être que ça aurait été favorable pour nous. Peut-être, on sait rien. Non, c'est vrai que le match commence très très mal. Après, quand même, l'AS Saint-Etienne domine. Il faut le dire. Là où je vous rejoins, c'est que quand même le visage montré par l'AS Saint-Etienne, notamment dans l'intensité, a quand même été globalement bon pendant une heure. Alors, il y avait forcément des lacunes. J'entends, Franck, que vous ne soyez pas d'accord. Le match est très difficile quand même. Ouais, mais j'ai trouvé que les Verts couraient, j'ai trouvé que les Verts se dépensaient, j'ai trouvé qu'il y avait quand même dans l'énergie, dans les attitudes que les Verts étaient là. Il y a beaucoup de maladresse, mais ça c'est une équipe qui est maladroite, on le sait. Et puis après, ce fait de jeu dérègle totalement cette équipe. Mais il y a aussi les choix tactiques d'Orneland dont il va falloir parler. Mais pour rejoindre votre début d'analyse, Martin, moi franchement sur la première heure,
j'ai pas trouvé ça déconnant du côté de la SS. Et puis c'est surtout qu'on s'attendait à ce qu'un Mahmoud Jabber absent nous pèse. Finalement, c'est pas tant ce qui nous a dérouté, plutôt que le retour de João Ferreira. C'est lui en fait le caillou dans la chaussure sur ce but rémois. Non, c'est collectif. Je veux bien que oui, il ait sa part de responsabilité sur cette action, João Ferreira, mais on va pas lui imputer non plus la défaite et l'apathie générale de la SS pendant près de 40 minutes. C'est pas possible. Comment on débriefe ce match en fait, Jérémy? Il y a Franck qui voulait parler, donc j'ai à la place. Je sentais qu'il était prêt à prendre son élan. Allez Franck. Non, mais c'est le mot que j'employais tout à l'heure, c'est irrationnel, puisqu'on l'a dit, au bout d'une minute de jeu, vous pouvez prendre un rouge et être à 10 pendant tout le match. Et d'ailleurs, il faut revoir cette première minute. Justement, c'est là où moi, je suis relativement clément, toujours avec Eric Horneland. J'aimerais avoir les explications sur, tactiquement, comment on peut être aussi désorganisé au bout de 30 secondes de jeu. Puisque vous êtes en train d'attaquer, votre arrière-gauche monte pour centrer, personne ne fait la sécurité. Non, et donc vous prenez un boulevard de 80 mètres. C'est Lamba qui se tourne. Lamba perd son duel. Oui, c'est Lamba qui perd aussi son dernier duel en tant que dernier défenseur. Enfin, c'est catastrophique, une entame. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes lucide. Le match vient de commencer. Après, c'est le côté irrationnel du foot, c'est que ce match, vous avez les occasions pour le gagner. Vous pouvez même ramener un nul qui n'aura pas été inéquitable. Et je pense que si vous ramenez un 0-0 de Reims, qui est votre 3e clean sheet, qui vous ramène un point de la 2e place, je pense que la tonalité, elle est loin d'être aussi négative qu'elle l'est forcément. Donc c'est un peu ce côté irrationnel du foot. Après, ce qui est irrationnel aussi, c'est la production de l'équipe. Pendant 42 minutes, jouer à 11 contre 10. Vous avez 3 frappes cadrées, elles arrivent à la même minute de jeu. Irrationnel, effectivement. Vous partagez cette analyse, Paul ? Ouais, irrationnel, notamment sur les choix d'Eric Horneland qui ont été beaucoup critiqués par les supporters après la rencontre. Le choix de faire rentrer Ferreira dans l'axe, de ne pas redécaler Pedro. Le choix de sortir Aymen Mouefek. Alors paradoxalement, on lui a tapé dessus Eric Horneland pendant des mois et des mois parce qu'il faisait pas de choix, parce qu'il ne tentait pas de choses et parce qu'il essayait pas d'aller gagner les matchs. Alors, c'est toujours plus facile après coup de dire que ses choix n'ont pas été bons, ça c'est factuel. Mais au moment où il fait rentrer Irvine Cardona, je fais quand même fi de la situation d'Aymen Mouefek que moi personnellement j'aurais laissé sur le terrain. Mais sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant à 11 contre 10, sur le papier, je suis désolé, mais c'est ça que j'attends d'Eric Horneland depuis 3 mois. Donc je ne peux pas lui jeter la pierre pour ça après coup. Ça a foiré, ça n'a pas marché. Mais n'empêche que, à mon sens, c'est pas une mauvaise chose. Après, sur la situation de Pedro Ferreira, tout le monde est en train de dire ouais, il fallait pas mettre Ferreira dans l'axe. Mais en fait, si Ferreira il avait fait la même connerie sur un côté, tout le monde serait en train de vous dire il fallait pas faire rentrer Ferreira sur un côté, il fallait laisser Pedro. En fait, il y a jamais de bonne solution. Le truc, c'est que Ferreira, il est à la cave depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne et que vous pouvez le mettre à droite, à gauche dans l'axe si vous voulez. La connerie, il l'aurait fait pareil. Donc, malheureusement pour Eric Horneland, mais il paye aussi son inaction sur tous les autres mois. La première fois où il essaye quelque chose, ça foire. C'est aussi le lot des coachs qui tentent jamais rien. Du coup, il a raté son coup. Voilà. Vous pouvez ressentir comme une sorte d'improvisation un peu dans ces changements de la part d'Horneland après l'expulsion de mettre comme ça Cardona et Stassin à la pointe, avec un Stassin un peu en retrait, dans un rôle un peu hybride de je ne sais quoi, entre un numéro 10, un attaquant qui ne lui correspond pas. On l'a quasiment plus vu après ce changement-là. Un Cardona qui n'a pas joué en pointe, je crois, depuis qu'Horneland est là aussi. Il est cantonné sur un côté. Et là, on lui dit, allez, tu vas en pointe, ok, très bien. Avec Boakye et El Djamali sur les côtés. Enfin, ça sentait l'impréparation, mais totale. Alors oui, Eric Horneland en est le responsable, parce qu'après coup, c'est facile de dire que quand ça ne marche pas, qu'un entraîneur est responsable, mais la responsabilité des joueurs sur le terrain, elle est là également. Quand on n'est pas capable, on est à 11 contre 10, aucun tir, aucune tentative entre la 63e et la 88e minute, quoi. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable, cette statistique. Et ça veut dire finalement beaucoup de choses. On a déjà entendu un petit peu les mots d'Aymen Mouefek, le milieu de terrain qui donc est sorti au cours de ce match. Inacceptable, il l'a repris, ce terme. Je vous propose d'écouter sa déclaration complète. C'est compliqué à expliquer. Moi, à chaud, je ne peux pas vous dire quel a été le problème, quel a été les soucis. Tout ce qu'on sait, c'est que on est conscient que ça a été inacceptable ce qu'on a fait et que c'est très décevant et on s'excuse notamment envers les supporters qui ont fait le déplacement et qui ont vu un match très décevant de notre part ce soir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous Qu'est-ce que vous êtes dit entre vous dans le vestiaire? Il y a eu des mots, c'était silencieux, comment c'est passé? Bien sûr, on est rentrés, on était tous énervés, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites avec la manière. Donc après je vais pas vous dire ce qui s'est dit, ça reste dans le vestiaire, mais
Ouais, il y a eu pas mal de petites tensions, mais c'est important de savoir se dire les choses dans ces moments-là. Moefek au micro de Jérémy Marillier. Alors forcément, quand on entend un Aymen Moefek nous dire qu'il y avait des tensions dans les vestiaires, ça nous surprend pas trop. C'est bon signe, une équipe comme celle-là. Paul, je crois que vous disiez que cette équipe de l'AS Saint-Etienne est bien moins unie que celle des années passées. Non, dans la capacité à réagir, c'est plus dans ce sens-là. Aujourd'hui, qu'il y a des tensions il y a des tensions dans tous les vestiaires de tous les sports collectifs du monde. Et c'est bien, je trouve, que les joueurs soient capables de se dire les choses une fois que vous avez perdu, une fois que vous avez livré une prestation comme ça. Ça serait même presque pire qu'ils regardent tous leurs chaussures et qu'il y ait personne qui se dise rien. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt sain. Après, toujours pareil, un vestiaire, c'est fermé, c'est difficile de savoir ce qui s'est dit, donc on semblerait que ça n'a pas trop débordé. Voilà, on s'est un petit peu dit chacun ses cas de vérité sur du football pur, je pense. Donc ouais, moi je trouve ça sain que les Verts se soient parlé après cette défaite à Reims. Franck, que vous inspirent un petit peu les déclarations de Moefek? Elles ont le mérite d'exister déjà. Vous regrettez que les autres ne soient pas venus au micro, c'est ça? Alors à l'extérieur, moi je voyage moins souvent que mes collègues, mais c'est vrai qu'à domicile, quand on a 2 joueurs qui viennent s'exprimer, c'est souvent le bout du monde. Donc, c'est souvent les mêmes en plus. Et c'est souvent les mêmes, donc c'est bien voilà, on a eu aussi Gauthier Larsonneur au micro du diffuseur, donc c'est toujours intéressant de voir ces joueurs qui font pas de langue de bois. Après, est-ce que ça sera suivi des faits? Voilà, Paul l'a dit, pour tous ceux qui ont joué en amateur, ça arrive quand vous prenez une raclée, voilà, ça va se parler, le ton peut monter, mais s'il n'y a pas de prise de conscience derrière, ça sert à rien. C'est stérile. C'est stérile, Jérémy. On n'en sait rien, on verra la semaine prochaine contre Boulogne, un match où la pression sera terrible sur les épaules des Stéphanois. J'ai pas d'y être à cette rencontre, là franchement, face à Boulogne. Mais pour mettre dans sa globalité de ce week-end-là, quand on se replonge avec quelques minutes avant le coup d'envoi de Reims, on était tous là à dire que les Verts avaient la possibilité de frapper un grand coup dans ce début d'année. En reprenant la 2e place, d'envoyer un message aussi à la concurrence, et vous ressortez de ce week-end-là avec quoi en tête? La concurrence, elle rigole. Elle rigole en voyant où on est aujourd'hui. Ça, vous avez raison, Jérémy. La concurrence, elle rigole. En fait, l'AS Saint-Etienne a fait nourrir l'idée qu'elle était très facile à abattre cette saison, et sans forcément livrer des grandes rencontres. Là aussi, où on parlait tout à l'heure, on fait la comparaison avec les grandes équipes, on peut citer le PSG. Là où le PSG est redoutable, c'est qu'ils font peur à tout le monde, et que même quand ils sont mauvais, les autres, ils ont le trouillomètre à 0, ils se livrent moins parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire punir tout le temps. Cette équipe de la Saint-Etienne, elle fait peur à qui? Elle a mis un but sur ses 46 tirs en 2026. Ça, c'est la stat. 46 tirs en 2026, un but. Et souvenez-vous le but. Donc voilà, les adversaires de la Saint-Etienne, ils ont clairement pas peur. Et ça va desservir les Verts pour cette fin de saison. Parce que les autres, ils vont vouloir vous taper. Ça aussi, c'est quelque chose de terrible dans le constat qu'on dresse de cette équipe, c'est qu'il suffit d'un grain de sable pour que tout parte en l'air, pour que tout disparaisse. Les mots après la rencontre d'Eric Orneland qui vous expliquent la dernière demi-heure en disant que ces joueurs ont été rattrapés par la pression et par le stress. Vous êtes à 11 contre 10, vous avez la possibilité d'être 2e et vous êtes rattrapé par le stress et par la pression. Sachant qu'il y a 0-0 à ce moment-là. Oui. Parce que vous êtes mené, ça peut être différent. Vous êtes mené, il faut faire le forcing, etc. Vous prenez des risques, vous faire contrer. Mais là, il y a 0-0, vous êtes 1 de plus et vous avez le ballon. Non, en plus, on n'a pas le ballon. Vous l'aviez avant. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne sens pas cette équipe mentalement de step-up sur un coup de gueule dont on parlait. Franchement, je n'y crois pas trop au Dunkerque 2024 version 2026 avec Reims, en toute franchise. Mais si on a parlé du collectif, parlons peut-être des individualités. C'est l'heure des top et flop de votre émission 100% Synthé. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. Combien? Après les notes, je m'en préoccupe pas du tout. Ouais, on en a gros et on aimerait bien savoir qui des 11 joueurs d'Eric Orneland plus les rentrants ont réussi à récolter de bonnes notes. Paul Rivoyer, bon, j'imagine 0, mais enfin il y a forcément des tops dans cette rencontre, même s'ils sont pas très hauts.
Aucun joueur n'a la moyenne du côté des supporters ayant voté sur le site Envers et contre tous sur cette rencontre face à Reims. Donc on parle quand même de top alors, dans ces cas-là. Il y a quand même des joueurs qui ont des meilleures notes que d'autres. Alors messieurs, est-ce que vous voyez des tops se décider? Parce que bon, Paul a les notes, donc ça va être notre arbitre. Vous voulez qu'on retire du positif de Jérémy Marillier, c'est exactement ce que je vous demande semaine après semaine. C'est facile. C'est toujours aussi difficile semaine après semaine. Je sais bien. Quand même. Je sais bien. Non, bon, je plaisante. On peut peut-être demander à Franck qui a un regard plus neuf sur la situation. Les tops. Franck, on lui refile toutes les patates chaudes depuis qu'il est là. En fait, dès que vous voulez pas parler, c'est Franck qui suit derrière. Non, mais il est pas facile ce match. On a l'impression d'être un peu au collège avec un enfant qui a 9 sur 10, mais qui dit à ses parents ouais, mais regardez, la moyenne de la classe c'est 7, donc finalement je m'en sors pas trop mal. C'est vrai que j'ai trouvé personne au-dessus du lot. J'ai trouvé personne complètement en dessous. Personne pour moi est passé au travers, personne n'a été spécialement bon. S'il faut en ressortir d'eux, j'ai bien aimé. Alors ils ont fait une erreur chacun, mais c'était face à Reims, un gros du championnat, donc je leur laisse passer. C'est la charnière centrale. J'ai trouvé qu'ils avaient été plutôt costauds et appliqués tous les deux. Mais c'est presque par défaut, j'ai envie de dire. La charnière centrale, donc Nadé et Lamba. Vous voulez mon avis ou l'avis des supporters? L'avis des supporters. Michael Nadé est le joueur le mieux noté par les supporters sur cette rencontre, 4,8. Chico Lamba est pas bien loin, 4,5, mais il est en dehors du podium. Il y a deux joueurs un petit peu mieux notés que lui. Ouais, mais 4,8, 4,5, c'est... Qui s'affiche à l'écran, effectivement. Moefek et Larsonneur. Je veux bien qu'on mette Larsonneur en deuxième position des tops, mais il n'a pas eu un arrêt à faire. Scandale de le mettre dans les tops. Il aurait pu prendre un carton rouge. Il a une bonne note parce qu'il a réussi à faire une faute, mais pas trop faute. Les gens qui ont voté sont arrivés à la 3e minute du match, c'est pas possible. Non, mais ou sinon, c'est simplement que, bon, comme on l'a pas vu et il avait pas d'arrêt à faire, on s'est dit, bon, bah c'est celui qu'on n'a pas vu tant déjouer que ça, quoi. Et peut-être que ça déclate après-match. Ça, c'est le sauve un petit peu, où justement, lui dit qu'il a presque honte d'être capitaine de cette équipe-là. Peut-être que ça l'a... Il y a un capital sympathie. Ça l'a réévalué, oui. Effectivement, Moefek en vrai sur ce match. Sur ce match. Moefek intéressant. La première période d'Emmanuel Moefek, de toute façon, il est sorti assez rapidement en deuxième, donc ce que je dis est assez débile. Mais non, dans ce rôle, dans cette innovation, parce que bon, c'est pas non plus une innovation incroyable de repositionner Emmanuel Moefek un peu plus haut sur le terrain, dans un rôle juste derrière l'avant-centre, et il a été intéressant, il a vraiment été pas mal. Emmanuel Moefek a vraiment perturbé la défense rémoise comme ça, donc ouais, ça fait partie des joueurs qui ont été intéressants en première période, parce que la deuxième on la met de côté. Bon, passons peut-être au flop. Franck n'est pas d'accord sur Moefek. Je suis un peu plus mitigé, ouais. J'ai beaucoup aimé sa capacité notamment à se retourner pour aller vers l'avant. Par contre, dans la dernière passe, il gâche 2 ou 3 opportunités, notamment une en fin de première période, où Lucas Tassin talonne pour Emmanuel Moefek, qui doit décaler El Djamali pour qu'il arrive et enroule du pied gauche. Il a passé dans son dos et ça le... À sa décharge, Moefek, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été titulaire dans cette équipe? Une semaine. Seulement? Il a été titulaire oui, il était titulaire contre Clermont. Écoutez, je vais partir de ce studio. Ça décharge, une semaine. C'est long, une semaine. Ça fait 7 jours. En 7 jours, on peut vraiment cogiter. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 7 jours là? Pour vous sauver la vie, Martin a parlé d'autre chose. Emmanuel Moefek est le joueur le mieux noté dans la presse. Il a pris 6 chez nos confrères du Progrès. Il a également pris 6 chez nous. C'est moi qui l'ai noté. Je rejoins un peu Jérémy. Moi, j'ai bien aimé cette rencontre. Après, ce que je regrette avec Emmanuel Moefek, c'est que c'est toujours un peu un diesel. Il y a toujours ce premier quart d'heure où c'est un peu ronronnant. Mais une fois qu'il est dans le match, c'est quand même un joueur qui a peu d'équivalence dans cette équipe et même dans ce championnat. Au niveau des flops? Oh bah alors là, la liste est longue. Vous voulez commencer par qui? Eric Orneland, comme ça c'est fait. On en a déjà parlé. On a déjà pas mal parlé, oui. Non, il a combien exactement? Il a pris 1. Mais bon, la semaine dernière, si je me souviens bien, vous aviez gagné le match, il a pris 2,4 ou 2,5. Donc, mais en fait, Eric Orneland, il est plus notable pour les supporters. Complètement. C'est terminé. Je veux dire, il peut gagner 5-0 contre Boulogne. Vous verrez que je suis même pas sûr qu'il ait la moyenne si on le notait. Il y a une vraie cassure avec les supporters. Au niveau des autres joueurs, un Ferreira, j'imagine, qui doit pas être bien haut. Il a joué suffisamment de minutes, Ferreira, pour être noté. Tous les entrants ont joué. Je pense à Aymar, Ferreira et Cardona, ils ont tous joué plus d'une demi-heure, donc ils sont notables. La rentrée de Jean Ferreira, alors j'ai vu que envie de vous dire les 3. Vu que je l'ai allumé pendant une demi-heure à peu près à l'antenne samedi soir. Pourquoi on n'a pas le droit de critiquer? C'est ça. Non. On peut pas critiquer vos chouchous à vous, ça c'est sûr, mais Ferreira, on peut y aller. Mais vous avez raison, il n'a pas été bon. Non, il n'a pas été bon, et ce qu'on retient bien évidemment, c'est son
son intervention qui amène au but. Alors il y a Ben Holt qui se fait effacer de manière assez inexplicable aussi sur son côté gauche par un défenseur central. Hein. Se prendre un petit pont le long de la ligne de touche par un défenseur central c'est même pas un avant petit de pont. centrer. C'est un défenseur qui pousse le ballon devant lui. Oui, c'est un petit pont involontaire, oui c'est vrai. Mais c'est un petit pont. Non, mais, voilà. Mais non, mais Jean Ferreira, je peux terminer? Oui, bien sûr, Jean Ferreira, oui. Franck, à vous, allez-y. Allez-y, Franck, sur Jean Ferreira. Non, mais João Ferreira, on a vu déjà sa première intervention. Il a mieux fini qu'il a commencé. Mais sa première intervention est et d'ailleurs, ça permet l'un des rares arrêts de Gauthier Larsonneur sur ce match. Mais moi, j'ai été assez déçu. C'est grâce à Jean Ferreira que Larsonneur a plutôt une bonne note. Félicitations à João Ferreira. Mais j'ai été assez déçu. Faire-valoir exceptionnel. J'ai été assez déçu. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ce 4-2-3-1 finalement qui était mis en place par Eric Horneland qui était passé d'une pointe basse à une pointe haute. Mais les deux récupérateurs devant la défense, moi, j'ai trouvé très discret et trop impactant Florian Tardieu et Paul Aymar. Ouais, l'entrée d'Aymar n'est pas bonne. L'entrée d'Aymar est pas bonne et globalement, moi je trouve que les entrants n'ont pas été au niveau. Prenez individuellement l'entrée d'Aymar, celle de Ferreira qu'on vient de donner, et puis celle de Cardo, désolé d'en reparler. Mais cette entrée de Cardona, elle ne lui ressemble tellement pas. Ce joueur a la tête complètement ailleurs en ce moment et je pense que là, pour le coup, Eric Horneland n'est pas totalement étranger à ça. Ouais, Irving Cardona qui effectivement avait l'habitude de mettre du rythme dès qu'il entrait. Ouais, mais dans un poste finalement qui n'est plus le sien depuis maintenant de trop longues semaines et de trop longs mois à la Saint-Etienne. Vous le faites rentrer à la pointe d'une sorte de 4-2-4 qui aurait pu fonctionner, mais qui là n'a pas du tout fonctionné. Combien de fois a-t-il été pris au piège du hors-jeu, Irving Cardona? Au moins 3-4 fois peut-être. Je crois qu'il n'y a que 2 hors-jeux sifflés pour la Saint-Etienne sur tout le match, mais je crois que c'est 2 fois lui. Ouais, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est les stats que j'ai en tête. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire aussi beaucoup de choses d'un joueur qui s'est retrouvé un peu à contre-temps, à contre-emploi, enfin dans un truc où il se sentait peut-être mal à l'aise. Et donc ouais, ça l'a pas fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Franck, oui, le milieu de terrain, et je mettrais peut-être la lumière sur Florian Tardieu, qui est un élément indispensable dans le dispositif stéphanois depuis le début de la semaine. Ça fait combien de temps? Ça se voit. Depuis le début de l'année, on ne le voit plus. Malheureusement, Florian Tardieu, on ne le voit plus. Il est cuit, ça se voit, il est cuit ce joueur. Et si on met de côté un Mahmoud Jabber qui est victime de blessures quand même en ce moment, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure, c'est censé être un peu le pilier de votre milieu de terrain. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir que ce joueur-là aujourd'hui est cramé. Là, il l'a sorti à la 88e pour faire rentrer Miladinovic. Ouais. Mais c'est un mec qui est cuit. C'est pas un mauvais footballeur. Pour moi, il perd pas son football. Mais c'est juste que physiquement, il a pas le petit truc en plus qu'il avait en début de saison. Il est cramé, Tardieu. Mais justement, ça pose des questions. Comment on peut être cramé? Alors certes, il commence à avancer dans l'âge, mais il joue pas 3 fois par semaine. Ouais, mais il a joué. Je crois que c'est le mec avec Nadé. Il a joué plus de 2000 minutes. Je suis d'accord. Nadé c'est 2003, je crois que Tardieu c'est 2002, Larceau 2100, et après il faut aller chercher Boaké 1600 minutes derrière. En fait ces trois-là ils ont tout joué, et Tardieu il est quand même dans un rôle où il fait entre 10 et 15 bornes par match. Mais je suis d'accord, mais il y a quand même un secteur de performance qui a été mis en place l'été dernier avec des spécialistes qui sont venus notamment d'Angleterre. Ça aurait dû être pris en compte. Est-ce que ça l'a été? Moi, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est seulement une usure physique? Est-ce qu'il y a aussi des préoccupations mentales? On sait que c'est un joueur qui est plus sur la fin, qui va être en fin de contrat. Peut-être qu'il commence aussi à se poser des questions sur ce qu'il va faire au mois de juin. Franck, vous connaissez... Oui, alors ça je l'entends, mais vous connaissez le football. Qui, derrière, peut prendre la relève d'un Flo Tardieu, même sur une jambe? Igor Miladinovic va tenir ce rôle-là, d'un Flo Tardieu, même sur une jambe? Loan Gadebékou, on va lui laisser les clés de l'équipe et lui demander d'être le sauveur. Attention, très bon joueur. Mais aujourd'hui, il n'y a personne derrière. Et encore une fois, c'est toujours la même boucle. On en revient à cette non-anticipation de Pierre-Écois veut plus jouer. Ok, Pierre-Écois veut plus jouer. Mais allons chercher des mecs. On est le combien? 24, 25, 26, je ne sais même plus quelle date on est. Le 26 janvier. Pas un mec ne s'est pointé. Samedi. 26 janvier, pas un mec ne s'est pointé. Surtout que le milieu de terrain, c'est le secteur qui avait été identifié depuis. Ça fait 3 mois qu'on sait qu'il faut prendre un mec. Comment ça se fait qu'au 1er janvier, il n'y a pas un mec qui signe au club? Sur l'usure physique, on doit sans doute être dans le faux dans nos analyses, puisqu'on a fait un match amical de préparation contre Auxerre qui va nous permettre d'être prêts pendant 2 mois. Vous êtes un coquin. Donc forcément qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Merci Jérémy Marillier. Revenons peut-être sur les flops sur le site. Oui, pardon, c'est vrai qu'on a un peu divergé. Jean Ferreira, 2,4 est le joueur le moins bien noté. Irving Cardona, on en a parlé, 2,8. Et ensuite, Paul Aymar, 2,9. Et Lucas Tassin, 2,9. Lucas Tassin paye son inefficacité plus que son non-match. Je ne l'ai pas trouvé en dessous des autres, personnellement. Une seule tentative de frappe pour Lucas Tassin à la 88e minute de jeu. Quand on nous, mais ça fait partie aussi de ce ras-le-bol que ressentent beaucoup de supporters. Quand on nous annonce
qu'un Lucas Tassin est très proche d'exploser. C'était les termes d'Eric Orneland. Very close to explode. Et qu'il ne se passe encore rien. Mais c'est un joueur de surface. S'il n'y a pas de ballon dans la surface... 6 centres pour la Saint-Etienne sur ce match, 2 réussis, je crois, sur la totalité du match. Indigent. Ce match face au Stade de Reims, on le rappelle, une défaite 1-0. Une défaite surtout sans la manière. On a pu parler de ce match qui s'est déroulé à 11 contre 10 pendant bien 40 minutes de jeu. Et surtout ce match qui s'est soldé par une défaite. Orneland sur la sellette. Est-ce qu'on va pouvoir recruter donc au Mercato ? Voilà, il reste 5 jours. Est-ce qu'il y a potentiellement des joueurs qui se sont blessés ? On va prendre de leurs nouvelles dans 100% Synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé. 100% Synthé qui se poursuit justement avec cette question. Mahmoud Jaber qui sort à la 9e, Chico Lamba qui sort sur blessure. Alors je ne sais plus exactement, c'était deuxième mi-temps, 50e. Ouais, c'est à l'heure de jeu, un peu après. 65e. 65e. Non, c'est le but Rémois à la 59e. Oui, 59, moi je dirais, mais. Non, 55e, c'est le carton rouge. Ah oui. Donc 59e, je crois, le but Rémois. 72. Oh, bref, basta. 71 buts Rémois. Les deux blessures, donc, et potentiellement des joueurs qui sont bien blessés ou non? On a quand même des bruits de couloir plutôt positifs. C'est des bruits de couloir, hein, donc oui. Il faut simplement demander l'avis de médecins avant d'avoir des confirmations, c'est déjà la première chose. Et ces avis médicaux, on les attend. Pour l'instant, inquiétude effectivement d'abord pour Mahmoud Jaber, sorti à la 9e minute de jeu, blessé aux adducteurs, l'international israélien, en attente de passer des examens, et Chico Lamba qui revenait de blessure, 3 mois d'absence, touché aux adducteurs, lui il s'est tout plein. On ne sait pas trop où en fait, hein, au niveau d'un genou, d'une cuisse. Il s'est d'abord allongé sur le sol en seconde période avant de revenir, puis de se reposer au sol et de demander le changement Chico Lamba. On a peur de la rechute quand même. Hein. Eric Orneland ne savait pas après la rencontre. Il me disait potentiellement des crampes, peut-être une blessure. Il n'avait pas encore parlé à son joueur, il n'avait pas pu lui toucher 2 mots, Eric Orneland. Donc pas de nouvelles pour l'instant de Chico Lamba. Attendons de voir si c'était des petites crampounettes. Je vois que ça énerve Paul, je vois que Franck secoue la tête en disant le mec sort à la 60e. Et donc du coup, alors soit en fait il veut pas nous le dire, mais auquel cas du coup c'est mal joué de nous dire ça. Ouais, j'ai pas parlé au joueur. Il nous non, je sais pas, il va passer des examens, pour le moment on se prononce pas. Mais tu vas pas me faire croire que le joueur est sorti à la 60e. T'es entraîneur de cette équipe, tu sais pas ce que ton joueur a 1h30 après en conférence de presse. Ou alors si c'est le cas, c'est trop grave. Vraiment, c'est trop grave. Ça veut encore une fois signaler je sais pas ce que ça veut dire, mais quoi qu'il arrive, c'est une erreur de l'avoir dit. Quoi qu'il arrive. Souvenez-vous du cas Nguessan à Nice, Nguessan qui était convoqué dans le groupe, qui a fait le voyage, et puis Orneland qui apprend pendant l'échauffement que finalement il peut pas jouer parce qu'il estime qu'il est blessé, puis Nguessan part s'échauffer avec ses copains, Orneland ne comprend plus, on lui dit qu'il doit pas jouer. Mais ça a quand même l'impression qu'on comprend pas bien qui fait quoi dans ce club quand même. Hein. Parce qu'il y a une armée de Mexicains, ils sont 172 à voyager. Non mais il y a un mec de staff par joueur limite, on sait toujours pas qui est qui fait quoi. Là ils en recrutent encore 2 nouveaux là qui arrivent fin du mois, 2 kinés. Alors ils ont sorti 2 kinés, ceci dit ils en reprennent 2, mais on comprend rien, qui fait quoi. Une armée de Mexicains, c'est pas comme ça qu'on dit. Je l'avais, je crois c'est ça. Une armée mexicaine. Une armée mexicaine. Une armée. D'accord, ok, j'ai. Parce que des fois je suis un peu hasardeux sur les expressions françaises, donc bon. C'est une j'aurais pu dire une connerie. Hein. Pas à l'abri. Franck. Non, mais encore une fois, on peut avoir l'impression qu'on s'acharne, qu'on tire sur l'ambulance parce qu'on va stigmatiser toutes ces blessures. Un accident, ça arrive, un joueur qui se claque, c'est imprévisible, etc. Sauf qu'il faut faire l'historique depuis des mois et des mois. Des années. Des années même, et je vais rester sur cette saison. Combien de fois Eric Orneland a eu un groupe au complet ou quasi au complet? Et vous avez un groupe qui est arrivé, qui a fait des audits. Et ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'on fait des audits de tous les services, de tous les machins. On était déjà quand même pas très fort à la Saint-Etienne sur les retours de blessures. Alors les blessures c'est différent, parce que des fois vous vous pétez, c'est pas de chance. Un mec qui se fait les croisés, c'est pas forcément qu'il a une mauvaise hygiène de vie ou que le club ne sait pas le gérer. Les croisés, c'est aussi parfois la malchance. Mais dans la réathlétisation, dans le retour des blessures, on est quand même un club qui est très mauvais là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait cette année une fois de plus? Justement, c'est un secteur qui a été vraiment repensé depuis l'été dernier. Ouais, mais avec quel résultat? On est d'accord. On est sans doute, je pense, j'ai pas la stat, mais on a un club, vous l'avez dit Franck, on a 4 mecs blessés toutes les semaines, ou sur le flanc. Au grand dame d'Eric Orneland pour le coup, là aussi. Mais ça aussi, c'est une des vérités qui ne plaide pas en la faveur d'Orneland. Depuis Montpellier, je crois, on n'a pas réussi à aligner 2 fois de suite la même défense en Ligue 2. Ouais, on a pu le faire là contre Reims, mais résultat avec un Chico Lamba qui sort à nouveau blessé
au bout d'une heure de jeu à peu près. Mais peut-être Corneland, il n'est pas obligé. Gauche. Peut-être Corneland, il n'est pas obligé de faire reprendre ses mecs le 14 juin. Peut-être qu'il n'est pas obligé, sur le seul trou que vous avez de janvier, de caler un match amical avec la moitié des mecs qui sont blessés. Il y a des équipes réserves, il y a aussi d'autres façons de revenir. Je veux dire, quand Dembélé il se pète, Dembélé il revient pas avec l'équipe réserve du PSG. Hein. Ça se passe pas comme ça dans les autres clubs. Et je trouve que des fois, on tend un peu le bâton pour se faire battre du côté de la Saint-Etienne. La question qui se pose aujourd'hui, alors on a une incertitude sur la nature de leurs blessures à Lamba et à Jabber. Enfin, prenons déjà le cas de Chico Lamba, qui revient donc de 3 mois d'indisponibilité, les adducteurs. Et après son match amical contre Auxerre, il y a 2 semaines, Eric Corneland nous a dit on va discuter avec lui, on va voir où il en est exactement. Et avec la blessure aussi de Maxime Bernauer à ce poste-là, on prendra le temps, on va voir comment Chico se réadapte pour y envisager pourquoi pas une potentielle recrue à ce poste-là. Mais aujourd'hui, moi, vu l'incertitude Chico Lamba, mais je recrute. Enfin, je cherche à recruter en urgence à ce poste de défenseur central là. On prend le risque d'avoir un Chico Lamba sur une jambe jusqu'à la fin de la saison. On n'a plus Maxime Bernauer jusqu'à la fin de la saison. Si jamais Chico Lamba se pète véritablement, on finit la saison comment ? On a qui ? On a Michael Nadé, on a Kevin Pedro. Si l'un des deux se pète, qui n'est pas lecture à la Saint-Etienne, on finit la saison avec Jean Ferrer dans l'axe. Non mais recruter en urgence. L'année dernière, vous avez recruté qui en urgence ? Maxime Bernauer, blessé. Maxime Bernauer, merci. On ne sait pas faire. Mais Franck, vous disiez que le mercato, vous aussi, tout à l'heure, ce serait quand même pas mal de recruter. Plutôt un milieu de terrain, selon vous, C'est quelque chose qu'on a identifié depuis l'absence de Pierre Ecois. On sait qu'il manque par rapport au système que voulait mettre en place Eric Corneland, il manque ce joueur un peu athlétique ou en tout cas capable de stopper les attaques adverses juste devant la défense. Donc on a décalé le pauvre Mahmoud Jabber qui est du coup un peu bridé, même si contre Clermont il a pris certaines libertés avec bonheur. Mais vous avez un manque à ce niveau-là. Et du coup, vous tirez sur la corde pour revenir au cas Florent Tardieu que peut-être vous auriez pu ménager ou en tout cas sortir sur certaines fins de match s'il y avait des solutions sur le banc. Et effectivement, l'absence de Mahmoud Jabber, si elle venait à se concrétiser pendant les prochaines rencontres, vous donnerait raison. Mais encore une fois, mercato d'hiver, Paul, on ne sait pas qui prendre en urgence. Si, vous savez, aujourd'hui, il y a des clubs qui ont très bien recruté, des très bons joueurs, mais qui sont positionnés il y a 20 jours. Et même des clubs qui avaient beaucoup moins d'oseille que l'AS Saint-Etienne. Je prends l'exemple du Havre, qui est dans une situation délicate en Ligue 1. C'est un joueur que tout le monde connaît. Donc là, ils ont pris le petit Lucas Gournadoit, formé à l'AS Saint-Etienne. Très bonne idée. 6 mois, prêt sec. Top joueur. Pourquoi est-ce que l'AS Saint-Etienne n'est pas capable d'aller chercher un mec comme ça pour 6 mois qui va vous faire le taf ? En plus, je suis sûr que Lucas Gourna, il serait venu avec plaisir jouer pour son club formateur. C'est un exemple parce que je sais que ça parle aux supporters, mais des mecs qui signent pour pas cher dans des petits clubs, il y en a. L'AS Saint-Etienne a de l'argent. Encore une fois, on est quel jour ? Je me souviens pas. Le 26. On est le 26 janvier. On a signé personne. Vous êtes les seuls à pas avoir bougé. Dunkerque, ils ont signé 4 mecs en Ligue 2, ils ont tous signé des mecs. Saint-Étienne, ça bouge pas. Ça bouge pas, les gars. Vous êtes 5e de Ligue 2, réveillez-vous quand même. Jérémy. Non mais oui, on va essayer peut-être d'agir en urgence alors qu'il ne devrait pas y avoir d'urgence vu le projet stéphanois qui nous est vendu de base. Et ça aussi, c'est un aveu d'échec, encore une fois. Je veux bien qu'on essaye peut-être de recruter des pépites de je ne sais où. Non, mais ça, on faut entend arrêter. parler de je ne sais quoi, peut-être un jeune joueur estonien que personne ne connaît aujourd'hui. Non, c'est pas ça qui fera la différence en Ligue 2. Franck ? Encore une fois, il y a une question de travail. Alors, on a du mal à avoir des infos sur comment ça fonctionne en interne, mais moi, je me rappelle d'une interview de Luis Campos à l'époque où il était à Lille. Il avait expliqué qu'il avait l'équipe des 11 titulaires, et pour chaque titulaire, ils avaient 3 noms qui étaient identifiés pour être opérationnels tout de suite. Il y avait quasiment des accords avec leur club et avec les joueurs. Et il suffisait juste qu'il se passe soit une vente, soit une blessure, et c'était acté. Là, est-ce que le cas Pierre Ecois a été... Alors, c'est difficile, mais ça s'est passé cet été. Maintenant, on est en hiver. Il y a eu quand même quelques semaines, quelques mois qui se sont passés pour identifier qu'il y avait un manque à ce niveau-là et préparer la suite. Ça n'a pas été fait, alors qu'il y a quand même une cellule de recrutement qui s'est mise en place avec des scouts qui sont arrivés. Certes, c'est un travail de long terme, mais là, il y a une urgence qu'il faut combler. Une urgence qu'il faudra combler dans tous les cas aussi du côté des victoires de l'AS Saint-Etienne. 21e journée de Ligue 2, ça c'est ce week-end face à l'US Boulogne. Un match qu'il faudra gagner face au 15e du championnat. Normalement... ça devrait le faire, mais enfin on n'est jamais du match aller quand même. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Le match aller avec Zoriko Davitashvili, mon Zoriko qui nous sauve à 1-0. Ça ne fait pas rire Marielle. Non, ça ne fait pas rire du tout. Zoriko quand même.
Monzurico. C'était un bon moment. Oh Monzurico. On est en crise, messieurs. Je vais pas faire des Et imitations. c'est bon, de et Bourvil. ça fait 40 minutes. là qu'on est N'empêche en que votre crise. On peut Zurico, rire. comme il a manqué, n'empêche votre Zurico sur les 2 derniers matchs parce que c'était qui qu'elle est incapable de marquer des buts Je sans suis lui. pas d'accord avec ça. Je suis On pas en d'accord. reparlera. C'est la première On en victoire de reparlera, la c'est SS bon. sans Zurico Davitashvili cette saison. Titulaire. Vous Titulaire. oubliez les fois où il est rentré. Allez, merci. Merci. Passez une excellente soirée avec le sourire, s'il vous plaît. Bien sûr, 100% Synthé revient ce vendredi pour l'avant-match face à l'US Boulogne, 21e journée de Ligue 2 que vous pourrez suivre en intégralité sur votre radio ici Saint-Étienne-Loire. 100% Synthé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Franck Avec plaisir. d'avoir été avec nous. Merci à Paul. Salut les gars. Jérémy, à bientôt.